Go. Hello à tous, bienvenue dans History of Honor, le podcast qui retrace l'histoire de Ring of Honor. Je suis Joe et je suis accompagné cette fois encore par Romain Zeken. Salut Romain. Ça va, ça va. Comment va tout le monde? Bah écoute, ça va plutôt bien. De retour après le De premier retour. numéro. Et le Docteur Donc, Zork aussi est là. Salut à vous, Dr Zork, Félix, président de Cocori Catch, on est là, donc très content d'être de retour également pour ce nouvel épisode d'History of Honor. Et on remercie toutes les personnes qui ont écouté le premier numéro, en tout cas, pour les écoutes, les commentaires, les partages. Ce qui était donc sur l'histoire, on va dire, de l'entreprise Ring of Honor. Le podcast est toujours disponible, hein, que ce soit sur YouTube ou Spotify. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir aller réécouter ça. Et nous suivre aussi sur Twitter, Wrestling with Honor pour ma part, et les réseaux sociaux de Romain ou du Dr Zork. Est-ce que vous êtes prêts pour ce numéro 2? Ce numéro 2 va nous faire un peu voyager. On va aller du côté de Philadelphie, cette bonne vieille ville de Philadelphie, où on va ensemble parler du tout premier show, en fait, de Ring of Honor. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le grand voyage? Oui, pour être prêt, je suis prêt pour ça. voyage, c'est le mot, ouais. Alors, on va donc du côté de Philadelphie et du Murphy Recreation Center. Ring of Honor, on est le 23 février 2002. Et donc, Ring of Honor va produire son premier show, The Era of Honor Begins. On va reparler un petit peu des matchs, on va reparler un peu des gens présents sur la carte. On vous conseillera aussi éventuellement, pour les personnes qui n'ont pas vu le show, les matchs à voir, si vous voulez pas forcément regarder tout le show. En tout cas, on va commencer avec ce show avec un opener qui aurait pu être Amazing Red contre Jay Briscoe, Qui aurait euh, dû qui aurait, être. ouais, qui aurait dû être Amazing Red contre Jay Briscoe. À cette place, plutôt en opener, on va avoir un tag team match dont je vais laisser tout de suite la parole au Dr Zork pour nous présenter cet opener. Oh boy. Déjà, même, en fait, je vais même te préciser, vu que toi, tu as vu la version la version du service de streaming de la Ring of Honor. Donc, Ouais. sans tout ce segment de début, ça veut dire que tu n'as pas vu ça, mais tu n'as pas vu le segment d'introduction, c'est-à-dire le Date Squad qui va faire un bain de foule et qui va se faire mousser, qui va être là en train de balancer. Oui, ici, on n'est pas là pour faire du sport entertainment, on est là pour le vrai catch. Vraiment, tu sens qu'il y a un public qui est déjà là, qui est déjà présent. Tu sais d'où il vient, tu sais qu'il connaît les gens et qu'il est très chaud. Et très vite, tu vas finir par te rendre compte qu'il n'est pas forcément très chaud pour les bonnes choses. Donc, on arrive assez vite sur le véritable opener, en fait, ce que les gens ont vu pour la. Dès que le choix a commencé dans la salle, on a donc l'entrée de Christopher Street Connection, qui sont donc Buffy et Mace, si je ne me trompe pas, C'est cela, ouais. Hum. qui sont qui est au début des années 2000 l'équipe ouvertement gay, l'une des seules équipes ouvertement gay sur le circuit américain. Mais le problème, c'est que quand on dit ouvertement gay au début des années 2000, on ne dit pas quelqu'un qui assume sa sexualité et qui est à l'aise avec ça. Non, on dit personnage de grosse folle, petit froufrou, roulage de patins au mec du public. Et surtout, on dit énorme île. Pas énorme île simplement parce que les gens vont être en mode oh là là, franchement, vous ne nous comprenez pas. Non, énorme île simplement parce qu'ils existent. On voit deux homosexuels rentrer, faire un peu les folles et être entièrement détestés uniquement pour ça. Et forcément, Died Squad seront accueillis comme des héros, simplement parce qu'ils viennent pour tabasser des homosexuels. Ce qui nous donnera un match d'une minute qui ne respectera aucune des règles du Code of Honor, qui se conclura derrière par le Died Squad qui fait traverser une table à Alison Danger, qui est donc la manageuse de la Christopher Street Collection. On a donc, pour introduire le tout premier show de la ROH, la ROH qui nous dit bien sûr que le sport entertainment, ce n'est pas leur truc, un segment de 5 minutes où des homosexuels se font tabasser uniquement parce qu'ils sont homosexuels et une foule en délire extrêmement heureuse de voir ça. Et on comprendra très bien pourquoi ces 5 minutes ont été supprimées
de la rediffusion qu'on trouve maintenant sur le service de streaming de la Ring of Honor. Ouais, c'est bien ça. Alors, il l'a précisé juste avant, Zor, que moi, personnellement, qui avais regardé ce show pour le préparer sur le Honor Club, effectivement, c'est pas du tout l'opener qu'on a, hein. C'est pour ça que moi, je vous parlais de Jay Briscoe contre Amazing Red. Et il existe, bien sûr, dans on va dire, la vraie version, hein, du show. En tout cas, c'est quand vous la trouvez en entier. Donc, cet opener qui, bon, voilà, et peut-être un peu, voilà, peut-être pas forcément obligé de le revoir aujourd'hui. Toi, Romain, là-dessus, sur cet opener, t'en penses quoi? Dans la catégorie, mais il n'y a rien qui va. Il est vraiment super, ce opener. Il n'y a rien qui va, littéralement. C'est ça. Euh, non, seul point positif quand même, dans l'espèce de prélude, là, l'espèce de segment d'ouverture où The Hit Squad se trouve dans le bus et il y a les fans justement venues de New York. Il y a cette espèce de moment là où tout le monde se chauffe un peu avant le début du show. Ce segment est très bien, je trouve. Parce que ça permet de mettre une super ambiance d'entrée de jeu. Et on peut dire ce qu'on veut du Hit Squad, mais quand même, les mecs savent taper des promos en impro, hein. Ils improvisent sur les mecs, ils discutent entre eux en même temps, ils regardent la caméra. Ils sont très très bons de ce côté-là. Par contre, après, pour ce qui est du premier vrai match en soi-même, il y a rien qui va. Et mon Dieu, que ça passerait pas en 2023. Ouais, c'est ça. C'est pour ça on va se concentrer du coup sur le deuxième match, donc qui Attends, pour moi juste était, avant ça, ouais, j'aimerais ajouter un autre élément. On a critiqué les personnes qui étaient incluses en ce match. On va aller plus loin encore. On va aussi parler des commentaires. Il n'y a absolument rien qui va sur ce premier segment. Ça va jusqu'aux commentaires, avec notamment les commentaires de Corino, qui va shamer énormément le Christopher Street Connection, qui va jusqu'à dire, je ne sais plus où est-ce qu'on a, enfin, comment il en arrive là, mais vraiment, il va jusqu'à dire que c'est une chose ignoble le fait qu'il ait embrassé un homme. Et le fait qu'on soit en 2002 à voir des choses comme ça, Mais c'est c'est effarant. ça le truc, c'est que tu sais, tu pourrais dire, ouais, bon, c'était il y a longtemps, c'était pas le même monde. Ouais, sauf que le show, il a pas été tourné en 79, quoi. Il a été tourné en 2002, quoi. C'est ouf. alors, au commentaire, c'est, comme tu l'as dit, c'est Steve Corino et Eric Gargiulio, que je ne connais pas, mais en tout cas, Steve Corino, effectivement, qui a cette gimmick un peu du commentateur heel. Là, pour le coup, est-ce que c'est vraiment heel ou. Ouais, enfin, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Bah, C'est chaud. après, même Gargiulio, à ce moment-là, il a quelques pépites, on va dire, hein. Genre, le désormais classique, il a l'air vraiment à l'aise avec ce microphone devant sa bouche, n'est-ce pas? Lorsque Oui. Buffy se saisit du micro. Donc, vraiment, il n'y a absolument rien à sauver. C'est la pire chose à avoir pour commencer un de tes shows. Aussi bien de base, avoir un show qui commence par ça, c'est une très mauvaise idée. Mais une promotion comme la Ring of Honor, avec l'image qu'elle va vouloir se donner, dont on va pouvoir parler par la suite, et donc l'image qu'elle va vraiment réussir à obtenir, cet opener est probablement une des plus grosses tâches que tu peux avoir dans tes débuts. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils l'ont supprimé du service de stream, hein. Je Ouais, pense c'est mérité. que c'est mérité. Du coup, on va passer au second match, donc qui aurait pu, qui aurait dû, enfin qui aurait dû, hein, tout simplement être l'opener. Un match un contre un entre Jay Briscoe et Amazing Red, tous les deux très jeunes à ce moment-là, hein. D'ailleurs, quand on voit les images des Briscoe, ils sont vraiment très jeunes. Je crois que Jay à ce moment-là, il a 18 ans. Amazing Red, il en a 21. Romain, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match entre Jay Briscoe et Amazing Red? Ouais, ouais, tout à fait. Donc, déjà, premier, entre guillemets, vrai match, parce que le premier a été expédié en 1 minute, tout pile. C'est ça. Donc, là, premier vrai match qu'on a de la soirée, Spotfest complet. Enfin, pas totalement Spotfest, il y a un minimum de psychologie dans le match, mais le problème, c'est que ça reste quand même deux mecs qui s'envoient tout ce qu'ils peuvent s'envoyer. Il n'y a pas tant de surenchère que ça, parce qu'ils se contentent, on va dire, sur les grosses prises de mettre un J-Driller, qui est l'espèce de Tiger Driver là, de Jay Mm. Briscoe, et un infrared d'Amazing Red. Mais on sent que les mecs veulent aller à 1000 à l'heure. Comme je dis, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas tant de surenchère. Mais on est loin du catch technique, on va dire. On est très très vite dans le tout feu tout flamme.
Truc que j'ai remarqué, mais qu'on va remarquer sur tous les shows Ring of Honor de cette époque, c'est à quel point Amazing Red est over. Tu as l'impression que les trois quarts de la foule a acheté un ticket juste pour le voir. Ouais. Vraiment. Il est over à mort, c'est juste phénoménal. Toi, Zork, sur ce match, Jay Briscoe, Amazing Red. Bah, ce match, en fait, c'est exactement ce qu'il faut pour un opener, pour une promotion comme ça. Et c'est un peu une version proto de ce qu'on va pouvoir voir pendant des années au sein de la Ring of Honor et dans l'indie en général. C'est deux mecs compétents qui cherchent à gagner un match et qui racontent simplement cette histoire. Ça combine bien. On peut voir que Jay a quelques compétences techniques, mais que derrière, il est aussi capable de partir à 1000 à l'heure. Amazing Red, c'est pas forcément le plus grand storyteller de tous les temps, ça c'est sûr. Mais là, il est capable de montrer également que dans une démonstration athlétique, il a clairement sa place. Donc vraiment, il y a absolument tout ce qu'il faut pour un opener. Tu as la mise en avant de la jeunesse, tu as les règles du catch qui sont clairement mises en avant, tu as l'esprit de ta promotion qui est montré. Donc on est vraiment sur des débuts qui sont carrés et qui auraient dû être l'opener de ce show, quoi qu'il arrive. Ce serait une victoire de Amazing Red dans un match qui finalement va pas durer si longtemps que ça, hein, 8 minutes 30 l'opener. Par contre, effectivement, un match qui va à 1000 à l'heure et clairement pas le genre de match où on s'ennuie. Et voilà, comme l'a dit Zork, encore une fois, clairement le genre de match qui aurait dû être l'opener. Un match qui marchait très bien. On va enchaîner avec un deuxième match qui était Scott Andrews contre Xavier. On en parlait en off de ce match justement. Euh, Zork, Scott Andrews contre Xavier, toi. Est-ce que tu peux en parler un peu de ce match? Bah, Xavier, c'est un élément qui est intéressant sur le début de la Ring of Honor. C'est un mec qui est un peu buffy, un peu musclé, et dont on peut se dire qu'il est un peu formé. Il a vraiment un profil qui fait un peu débutant à la VVE. Ouais, c'est ça. Genre, il fait propre sur lui, il est musclé, il n'y a pas grand-chose qui en sort en termes de charisme. Mais il a un catch qui est solide. Vraiment, ça combine très bien avec Scoot. Ça pose des graines en termes de storytelling. Là, on voit qu'on commence vraiment à être dans la carte, dans on veut commencer à raconter quelque chose pour la suite. Donc ça combine, on a des jolies choses. On a Scoot Andrew qui est un peu oublié, c'est vrai, on en parle rarement, mais on voit clairement une influence, comment dire, euh, on voit qu'il y a une influence du catch des années 70 dans son attitude, dans sa façon de se mouvoir. C'est un peu dans une carte où on a beaucoup de jeunes. C'est bien aussi de voir des mecs comme ça. Et en fait, le match est très compétent. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va vraiment retenir sur la suite? Pas forcément, mais c'est exactement le genre de match que tu peux mettre en milieu de carte et passer un très bon moment. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que t'en penses, Romain, toi. Moi, ça a été ma belle surprise de la soirée, en fait. Parce que c'est un match dont j'attendais pas beaucoup. Enfin, dont j'attendais pas beaucoup. Je, je me disais, ça va clairement pas être un match à la sauce Ring of Honor. Ça va pas catcher tant que ça. Ils vont faire un concours de qui a les plus gros biscottos, quoi. C'est le truc un peu cliché, façon WWE. Et pas du tout, en fait. Parce que ça a beau être des putains de buffs, physiquement. C'était vraiment super bien. En fait, ils étaient mobiles. Tu sens qu'ils ont vraiment fait des efforts pour catcher de manière intéressante. Il y avait beaucoup de contres. Il y avait des esquives, des passages à revers. Donc, c'était intéressant. Et je trouve que Scoot Andrews, que très honnêtement, je ne connaissais pas, a hyper bien dirigé le trafic, en fait. Tu vois que c'est le plus vieux des deux. Tu vois que c'est un vétéran. Et il a très très bien dicté le rythme du match. Et voilà, c'était une bonne surprise, quoi. De manière générale, moi j'ai vu deux mecs, entre guillemets, se faire le cul pour que le match soit compétitif. Et ça, c'était vraiment super. Ouais, c'est vrai que je vous rejoins tous les deux là-dessus. Vous avez dit un truc qui est intéressant et qui, moi aussi, en le voyant, je n'en connaissais aucun des deux. Je me suis dit, c'est vrai que c'est un match qui ressemble un peu à un match WWE, quoi. Comme l'a dit Zork, c'est vrai que Xavier, il paraît très propre sur lui, tout carré, tout bien sorti de l'école. Euh, en voyant ça, je me suis dit, ouais, bon, allez, on va sur un match de poids lourd, un peu lent, machin. Et c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment des grosses prises, des gros moves, de la grosse frappe.
Et effectivement, c'est comme le disait Romain, c'est vraiment c'est un match. Alors c'est un match qui fait 10 minutes à peu près. Franchement, c'est un match qui se regarde facilement une fois qu'on est passé au-delà de ce qu'on pouvait croire des deux gars, quoi. Dès que ça commence, en fait, ça nous met plutôt vite dedans, quoi. Et du coup, bah, si vous connaissez pas Scoot Andrew, je peux vous apporter un peu d'informations dessus. Il est dans la lignée des Nature Boy, donc une Ok. gimmick qui était très présente à une époque. Donc lui, son surnom, il me semble que c'était The Black Nature Boy, Ouais. au cas où c'était pas assez évident en le voyant. Et il a eu une courte carrière à la WWE Ok. au début des années 2000, où il a un peu jobé notamment. Il a fait des piges par-ci par-là. Puis bah, derrière, il me semble qu'il a fait aussi enfin, quelques apparitions à une époque 2003-2004, mais derrière, il a jamais vraiment explosé au cours de sa carrière, malheureusement. Il a fait partie de cette espèce de comment dire, de scène du catch qui a été importante en fait dans le catch indépendant, même si on n'en parle jamais, qui était la scène de Floride en fait, Ok. euh, qui a toujours été une scène de catch importante depuis l'histoire, depuis l'époque des territoires. Mais il y avait notamment une promotion en Floride qui s'appelait IPW, qui a pas duré longtemps, mais qui a été importante en fait on va dire le développement de l'indépendant en dehors de la zone Philadelphie-New York. C'est une petite promotion qui était très sympa. Le mec le plus connu étant issu de cette scène, c'est Roderick Strong, Ok. notamment. Ouais. Et du coup, Scoot Andrews, c'était un peu un vétéran qui venait de là-bas. Et en fait, souvent, cette petite scène floridienne a apporté quelques talents. Et de plus, ça a été le cas. Et comme dit, c'était une bonne surprise sur ce show. Ouais, ouais, moi, Scoot and Juice, pour moi, c'est le genre de mec qui, en 2023, sur le circuit indie, il serait super, quoi. Je, Ouais, de je ouf. trouve, je trouve que, voilà, pas forcément dans une grosse fédération type WWE, mais franchement, sur le circuit indie, je le vais. Voilà, il avait ce qu'il faut, en tout cas, pour l'époque. C'était peut-être un peu trop loin pour pouvoir en faire plus, mais voilà, aujourd'hui, ça marcherait très bien. En tout cas, victoire de Xavier qui prend cette victoire donc sur Scoot and Juice. On va passer sur une catégorie de matchs que Zork va beaucoup apprécier, c'est les matchs tag team. Hmm. Mais c'est ça qui m'énerve encore le plus parce que j'adore le catch tag team. Ouais. Je me destine au catch tag team. C'est vraiment le type de catch que je préfère étudier, que je préfère regarder. Et Mais le catch tag team de la Ring of Honor dans la première année et pendant quelques temps encore derrière, c'est c'est compliqué. alors là, on va partir. Moi, j'ai pris quelques notes, vous n'allez pas être déçus, je pense. C'était les Natural Born Sinners, donc Boogaloo et Homicide. Donc, c'était un peu on va dire un peu les débuts d'Homicide. En tout cas, c'est parmi ces premières vidéos qu'on peut voir, qui lui aura un grand rôle derrière à Ring of Honor. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Qu'elle a affronté les Boogie Knights, qui étaient Danny Drake et Mike Tobin. Euh, Moi, c'est très simple. J'ai mis, c'est le match de l'attaque du poulet. Je pense qu'on est d'accord, hein, il y a de ça, de toute façon, dedans. Qui se lance pour parler de ce match? Je peux, si tu veux. Allez, vas-y. C'est vrai qu'en effet, c'était pas foufou. Hein, on va être très honnête. Oui, oui, On va être gentil et dire que c'était pas foufou. En fait je pense que la déception, elle est encore plus présente du fait qu'il y ait Homicide dans ce match. Et que quand tu connais Homicide, comme nous on l'a connu, tu t'attends pas du tout à ça. ah, c'est C'est-à-dire, ça, ouais, quand tu le regardes maintenant et que tu te dis, ouais, il y a Homicide, tu te dis, ah, ça va être cool. et en plus tu peux même pas te dire oui, mais il commençait, il n'était pas encore, il était pas, comment dire, il était pas arrivé à un stade de maturation intéressant, il n'était pas encore très bon. Non, il était déjà très bon Homicide, mais Mm, c'est juste que cette gimmick où il arrive en mode, comment dire, massacre à la tronçonneuse, c'est ça. et il se met à catcher comme un robot, ça marche pas du tout en fait, et ça ne convient absolument pas. Surtout qu'en plus, il est de manière assez objective le meilleur catcheur des quatre, Ah oui. parce que les Boogie Nights, c'est vraiment pas terrible. Hein. Il y en a même un des deux qui savait pas faire un contact correctement. Du coup, vu que Homicide est censé être un peu le vétéran du match, et le voir catcher avec cette espèce de gimmick qui lui correspond pas du tout, ça donne un résultat hyper brouillon. En fait, ça faisait vraiment une espèce de spotfest cliché qu'on avait dans le catch indépendant dans les années 2000. Et quand je dis spotfest, c'est pas tellement au niveau des grosses prises, mais plus dans le côté surenchère et prise dangereuse, en fait. Et d'ailleurs, Homicide a failli se tuer sur son dive. Mm, ouais, Euh, ouais. C'était un truc très bizarre, en fait. Et je pense que si, encore une fois, s'il n'y avait pas eu Homicide, on se serait juste dit, ouais, ok, ça, c'est un mauvais match tag team avec des gens qu'on fout trop.
Mais le fait qu'il y ait Homicide dedans, comment dire, ça nous a marqué en fait, le fait de le voir là-dedans. Oui, ça, c'est vrai que moi, ça m'a marqué en tout cas. Toi, Zork? Mais en fait, ce match, c'est surtout, il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe autour de ce match aussi. La promo des Natural Born Sinners avant, où il t'explique qu'en fait, ils viennent de la street, où il y a Homicide, il est en mode, voilà, c'est ici que je dealais de la drogue. Et en fait, maintenant, on porte des masques qui sont tirés de personnages de slasher, et on a des poulets en plastique. Mais qu'est-ce que tu essayes de me raconter? Où tu veux en venir? Et en face, t'as les Boogie Nights qui sont clairement là juste pour être squash. Les Boogie Nights qui auront une carrière très courte. C'est une équipe qui a existé pendant seulement une poignée d'années. Il me semble que 2003, c'est leur dernier match. Ils vont faire seulement 2 matchs au sein de la Ring of Honor. Genre, c'est leur premier match. Ils font ensuite une revanche lors du show d'après. Et après, ils disparaissent à jamais. Denny Drake, un des deux Boogie Nights, sa carrière, elle se termine 1 an après. Vraiment, tout ça est extrêmement bizarre. Avec en plus ce match qui se termine par disqualification à coup de poulet en plastique. Poulet en plastique, c'est le genre, on explique pour les gens qui n'ont pas vu, c'est le genre de grands poulets qu'on donne aux chiens pour jouer, là, qui peuvent faire un peu de bruit. Et donc, en gros, il y a un coup de poulet en plastique qui part, quoi, tout simplement. Il y a plus qu'un coup, justement. C'est parce qu'il s'acharne avec le poulet en plastique qu'il y a Ouais. disqualification. Vraiment, il y a que quand on est, enfin, quand je parlais au début de certaines choses qui vont absolument pas, là, on est typiquement dans le genre de match où tu ne comprends pas quel est l'objectif, quelle est la direction. Il y a absolument rien qui va. Mais là, c'est presque d'une manière divertissante, en fait. Et là encore, hein, on est au quatrième match de la soirée, le code de l'honneur, on se torche avec. Hein. Ouais, je crois Encore, on n'est qu'il... pas encore au moment où ils insistent autant sur le code de l'honneur. Ouais. Donc, mais c'est vrai que dans ce match-là, il y a des règles, enfin, dans le code de l'honneur, on rappelle qu'il y a ne pas toucher aux officiels, il y a pas de disqualification, enfin, rien faire qui pousse à une disqualification, sinon c'est sanction. Et Il d'a- y et a d'a- et d'ailleurs, ils s'en prennent à l'arbitre, en plus. C'est ça. Vraiment, toutes les règles sont violées sur ce match-là. Ouais, bah je pense que, encore comme le disait Romain, je pense que le truc qu'il y a, c'est vraiment le fait qu'on regarde ce match et qu'on voit Homicide et on se dit, oh, dommage. Parce que s'il avait pas été là, finalement, bon, ok, Bah, ça faisait. personnellement, c'est vraiment ce combo. Il y a homicide dommage, mais surtout, il y a homicide à la ROH. Ouais. Dans un show, on insiste on n'est pas ici pour faire du sport oh, là. On n'est pas ici pour faire du sport ah. Je Entertainment. n'arrive plus à parler. Sport Entertainment. entertainment. Effectivement, je viens de revoir les Boogie Nights, hein, ils ont une carrière qui fait 2000-2003. Hein. Voilà, à peu près. Pas Et d'ailleurs, plus, pas juste plus. après ça, on les voit en train de fuir le bâtiment, paniquer. Oui, alors ouais, c'est vrai que aussi entre quelques matchs, il y a des petits segments. Alors on n'est pas revenu forcément dessus parce que je crois qu'après le match Jay Briscoe contre Amazing Red, il y a une promo de Loki aussi par exemple. Il y a quelques petits segments souvent tournés dans les escaliers de la salle. Ça, la promo de Loki, je pense qu'on aura un peu le temps d'y revenir quand on sera au Ouais, main event. Parce que ouais, ça aussi, il y a des choses à dire sur les promos de Loki, hein. ouais, ouais. Ah oui, Euh, oui. Ouais, moi, j'aurais un truc à dire. Ouais. J'avais sauté ce match. L'Ultimate Aerial Elimination Match. Un joyeux bordel aérien avec le deuxième match de la soirée de Amazing Red qui avait catché 2 fois. Mikey Whipwreck sera l'arbitre spécial. Est-ce que quelqu'un peut parler un peu de Mikey Whipwreck pour les gens qui connaissent pas ou pas du Oui, tout? ben, mais si, ben, non, c'est juste qu'il y a, enfin, pas tant de choses à dire. En fait, non, bah, Mikey Whipwreck, qu'on a connu comme étant l'underdog absolu chez le CW, qui était le petit jeune, qui, je rappelle pour l'anecdote, en fait, s'est fait repérer par Paul Heyman parce qu'il faisait partie des jeunes qui se faisaient en sorte de monter le ring, en fait, avant chaque show au CW. Et en gros, il avait été pris parce qu'il avait l'air tellement chétif et gentil qu'on se disait, bah, ça va faire un babyface naturel. Il s'était pas trompé, le pépère, parce que c'est exactement ce qu'il était devenu. Et étant originaire de New York, en fait, il avait notamment formé toute cette génération de catcheurs de New York dont on a parlé hein, dans le dernier épisode. Cette jeune génération, en fait, qui avait autour des frères Maximo. Et donc, du coup, qui a entraîné avec elle Amazing Red, et qui était sûrement le mec le plus connu du lot. Brian Excel, que j'aime beaucoup personnellement, mais qui était pas le meilleur catcheur de la Terre. Et Chris Devine. Et
aussi avec cette petite bande, le sixième de la bande, c'était Quiet Storm, que vous connaissez sûrement si vous suivez le catch japonais, et qui à l'époque n'était pas une espèce de mastodonte qui fait 120 kilos et qui a des biceps à tout faire péter n'importe quel manche de t-shirt. Il était un petit mec, un petit cruiserweight qui faisait des spot fest un peu comme tout le monde. Et du coup, dans ce match, pourquoi Maki Whipwreck est un arbitre spécial? Tout simplement parce qu'en fait, ce sont un petit peu ces, je sais pas comment dire, ces émules en fait. Tous ces petits jeunes là, ce sont un peu le groupe qu'il a aidé à former. Donc c'est pour ça qu'il est là. Effectivement, Quiet Storm, moi, dans le match, j'avais l'image d'aujourd'hui et je le reconnaissais pas au début. Je me disais, mais c'est qui? C'est lequel? Je voyais plus du tout ça pouvait être qui. Donc, effectivement, dans ce match, on aura Quiet Storm, on aura Brian XL, Chris Devine, les frères Maximo, Joël et José, et Amazing Red. Zork, un petit mot sur Construction très Chico. bizarre. Oui, Construction très bizarre parce que au début, ça combine en équipe. Vraiment, tu as deux clans qui sont très clairs. c'est ça. Tu te dis c'est un 3 contre 3. Mm. Et finalement, en fait, non, c'est un chacun pour soi et ça part dans tous les sens. Et c'est un spot fest j'ai presque envie de dire, dans les pires qualifications qu'on puisse donner du spot fest. Ça va dans tous les sens, ça s'arrête rarement, Ouais, mais ça raconte pas grand-chose. T'as des ouais, mecs qui sont capables de faire des choses un peu ouf, mais ça va un peu nulle part. Et ce qui fait, comme on n'a pas le temps non plus vraiment d'assimiler les choses, vu que ça s'arrête jamais, il n'y a pas grand monde qui en ressort vraiment grandi. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est un ouais, peu à l'image de tout ce que faisait d'ailleurs cette équipe new-yorkaise. Hein. Moi, ces gens-là, je les ai connus quand ils faisaient des 3 contre 3 chez CZW. Parce qu'ils avaient toute une série de 3 contre 3 qui était là-bas. Et c'était pareil, il y avait aucune psychologie ou quoi que ce soit. Hein. C'était juste un joyeux bordel. C'était devenu le spot fest de Cruiserweight typique des années 2000, en fait. Et du coup, c'était, comment dire, c'était dû à l'époque. Tu vois, c'était complètement bordélique et ça n'a pas super bien vieilli, très honnêtement. Mais c'était dû à l'époque. Le seul truc qu'on peut retenir quand même, c'est que en effet, Red est la star de ce truc-là. Il est over comme pas possible. Et en fait, c'est celui qui catch le mieux d'ailleurs du groupe. Et celui qui catch, on va dire, le mieux juste après Red, comme par hasard, c'est Quiet Storm. Et parce que tu vois qu'il vend, il communique avec les autres catcheurs, il se tourne vers la foule. Et bizarrement, bah, c'est Red et Quiet Storm, c'est ces deux-là qui ont fait la meilleure carrière. Amazing Red qui va être le premier éliminé malheureusement de ce match par José Maximo. Ensuite, on aura Chris Devine qui va éliminer Brian XL, Joel Maximo va éliminer Chris Devine et enfin Quiet Storm va éliminer les frères Maximo et remporter ce match. Effectivement, moi j'avais écrit dans les mots que j'ai mis, j'avais mis joyeux bordel. Voilà. Oui, bordel. Ouais. Et effectivement, ça n'a pas très bien vieilli. Zork, tu parlais de Spotfest et malheureusement du mauvais côté peut-être du Spotfest. En le voyant, il y en a eu d'autres dans les shows qu'on a pu regarder pour préparer ces émissions. En tout cas, celui-là, il a vraiment pas bien vieilli, quoi. C'est pas terrible à regarder, quoi, aujourd'hui. Mm. Allez, l'arrivée d'un catcheur qui va vous plaire. On va parler de Prince Nana. Voilà, Prince Nana qui affrontait Eric Tuttle, ou plus connu sous le nom de Zork. Le nom m'échappe, je suis désolé. J'ai un peu la tête à côté là ce soir. C'est pas une histoire de serviette? Si, oui, c'est le Serviette Boy, mais c'est un nom anglais. Et, Eric Tuttle, mais du coup, oui, Eric Totel, Towel Boy. c'est ça, c'est le Towel Boy, qui est donc un des jeunes qui montait les rings et qui donc là servait enfin, utilisait sa serviette pour essuyer les cordes. Et il était over pour ça. Ouais, c'est vrai. Le public est fou quand il essuie. Donc la troisième, la deuxième et la première à la fin. C'est dans C'est cet ça. ordre, il me Et semble. ce qui fait que apparemment, enfin, déjà, il me semble qu'il était là sur la fin de l'ECW. Oui, Et ça me dit un truc parce que je répète depuis une heure le nom Eric Tuttle parce que c'est très drôle déjà, mais aussi parce que ça me dit un truc, ouais. J'ai un souvenir un peu obscur de ce mec, ouais. Et bah il me semble qu'il avait été justement pris sous l'aile de Paul Heyman à une époque parce que pareil, il montait les rings et il avait une petite tête marrante, il faisait des choses sympas. Il a fait un tour du côté de la CZW en tant que Towel Boy aussi, Ouais. où il a fait équipe avec Hurricane Kids. Et ça Ah peut. waouh, putain, je me rappelle de Rick and Kid. Ce sera pour une Voilà, autre voilà, fois, mais je m'en rappelle.
Ça a été très bien préparé ce podcast. Comme vous voyez, on se rappelle au fur et à mesure des choses. Mais Voilà. c'est ça qui fait la beauté de ce En même podcast. temps, en même temps, je pense que même le meilleur journaliste catch de la planète, on pourra jamais le blâmer de ne pas se rappeler de Eric Tuttle. Aussi connu sous le nom de Kid Evil. D'ailleurs. Alors, Puis, je sais pas qui le connaît sous ce nom-là, mais Ça, je savais même pas, mais du coup, oui, c'est ça, c'est Total, donc qui était à CZW avec Kurikami. Et il avait une story avec Dreamer, je crois, du côté de l'ECW, à la ouais, fin de l'ECW. ça me dit un truc. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment le petit mec du crew qui finalement a dû faire plaisir à des gens parce qu'il était impliqué et tout, et à qui on a donné un peu un rôle. Et voilà, sur ce show, il essuie les cordes et tout le monde est content de le voir essuyer les cordes. De toute manière, à la lumière comment dire, de ce qu'on sait de l'histoire de la Ring of Honor, clairement, on va parler de ce match qui dure 50 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a Prince Nana qui est dedans. ouais, c'est ça. Ce qui est complètement surréaliste, parce que Prince Nana, on le connaît tous en tant que manager, en tant que commentateur. On se rappelle de son clan légendaire dans comment dire, les premières années de la Ring of Honor, qui était The Embassy, dont on parlera sûrement dans les prochains épisodes, où il était manager du regretté Jimmy Rive. Mm. Et du coup, voilà, c'est juste que là, c'est tellement bizarre de le voir catcher dans une gimmick qui n'a rien à voir, puisque vraiment, il arrive en espèce de badass enforcer, et il va juste rooster Towel Boy pendant 50 secondes, et il y aura vraiment rien d'autre à dire, quoi, en fait, sur le match. Après, c'est ça, c'est un établissement clair d'un gros heal. Mm. On se doute que c'est pour construire des choses pour la suite. Il prend un gamin backstage qui fait un truc qui le rend over face au public. Il le défonce en moins d'une minute. Simple, efficace, on peut passer à autre chose. Exactement. Voilà. Pourquoi faire plus compliqué quand on peut faire aussi simple? On va passer avec un nouveau match par équipe, donc encore pour Zork, hein. La division tag. Ah ouais, là, tu vas en avoir. Hein. Là, c'était Ika Ika, Loa et Spanky qui affrontaient Michael Shane et Oz. Alors déjà, bah, si tu veux, je peux déjà enfin, briser la glace d'entrée de jeu. Pourquoi, messieurs, dames, il y a un mec qui s'appelle Michael Shane dans le match? Eh bien, tout simplement parce que c'est dans la vraie vie, c'est pas une gimmick, c'est réellement le cousin de Shawn Michaels. Et si vous avez suivi la TNA des premières années, comme ce fut mon cas, il était connu parce qu'il était en équipe avec un certain Frankie Kazarian. Moi, je l'ai connu comme ça. Et Michael Shane, c'était un catcheur pas trop mauvais, catcheur de bonne facture, mais dont, en effet, malheureusement, qui n'a pas fait une carrière folle parce que ben, tout ce que tu avais à retenir de lui, c'était le fait que, ah, c'est le cousin de Shawn Michaels, ben oui, t'as vu, même, il s'appelle Michael Shane. Il y avait que ça à retenir de lui, en fait, malheureusement. Mais c'était pas le pire catcheur de la Terre, il était même pas trop mauvais. Et d'ailleurs, dans le match, il est pas ridicule du tout. Il est pas ridicule du tout parce que Ika Ika Loa est complètement transparent. Ouais. Tant dans le catch que dans l'attitude, il est hyper transparent. Et Oz est pas trop mauvais, mais il est hyper brut de décoffrage et il est pas du tout dans le rythme. Je pense qu'on en a tous croisé avec Zork des mecs comme ça. Il y en a beaucoup dans le catch indépendant. Et du coup, voilà, Michael Shea n'a pas l'air trop ridicule par rapport à ces deux-là. Mais le truc qu'il faut retenir, c'est que Spanky, donc Brian Kendrick, qui est un élève de Shawn Michaels, comme tous les mecs qu'il y a dans ce match, hein, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, Brian Kendrick est clairement la star du match. Parce qu'il y a déjà tout, en fait. Il y a déjà tout au niveau du catch, au niveau de l'attitude. Si, quand vous regardiez WWE, son changement de gimmick, quand il a commencé à avoir Ezekiel Jackson comme garde du corps, si ce changement de gimmick vous avait surpris, et ben regardez ce match, parce qu'en fait, il y a déjà tout de ce personnage là-dedans. Et donc, c'est un petit tag match qui casse pas trois pattes à un canard non plus, hein, mais qui est sympathique pour, comme je dis, pour peut-être découvrir Michael Shane, si ça vous intéresse, et surtout pour voir que Brian Kendrick avait déjà tout. Mais il casse pas trois pattes à un canard, mais au moins il n'y a pas de poulet en plastique dans celui-là. C'est sûr. C'est sûr. Toi, ce match tag, Zork? Bah, j'aurais beaucoup plus de bien à en dire d'un coup, parce que c'est une des premières apparitions de quelque chose qu'on va voir se développer dans la suite. C'est les matchs qui sont là pour mettre en avant des élèves de la TWA, de Texas Wrestling Academy. Ouais. Comme le disait donc Romain, c'est l'école de Shawn Michaels et de Rudy Boy Gonzalez. Donc Rudy Boy Gonzalez qu'on voit assez souvent proche du ring durant les premiers shows pour accompagner ses poulains. Bon, il y a eu pas mal d'histoires autour de cette école, justement, suite au fait que Shawn Michaels l'ait quitté et que Rudy Boy Gonzalez en ait pris la tête.
Le mec a pas forcément la meilleure des réputations, mais on peut voir qu'il y a des gens vraiment bons qui en sont sortis. Donc forcément, dans ce match, il y a deux personnes, comme l'a dit Romain, qui crèvent l'écran comparé aux autres. Michael Shane, simplement parce que c'est un catcheur compétent. Donc il est extrêmement mis en valeur à côté d'Oz et Ike Kaloa. Et Spanky qui vraiment, il y a déjà tout chez lui. Il y a le in-ring, il y a l'attitude. Vraiment, on sent qu'il est fait pour ça, on sent qu'il est à l'aise sur le ring, on sent qu'il est à l'aise dans son personnage. Il y a des indices de ce qui deviendra plus tard vraiment avec Brian Kendrick. Et si vraiment il y a quelques matchs, enfin il y a des matchs à recommander sur ce show, je dirais que ce match-là serait à conseiller pour simplement, si vous aimez Brian Kendrick, juste voir parmi ses premiers pas. Donc là, il est tout jeune, il me semble qu'il en est à sa première ou deuxième année de carrière. Mm. Vraiment, c'est vraiment très sympa de voir. Et pareil, ce qu'on verra par la suite, parce que Spanky, dans les débuts de la ROH, va vraiment connaître un très bon développement. T'as bien fait de signaler ce côté, la proximité qu'il y a avec l'école de Shawn Michaels, parce qu'en effet, c'est un élément déterminant dans les premiers shows Ring of Honor. Et en effet, oui, cette Texas Wrestling Academy, elle a sorti pas mal de mecs. On peut les citer, hein. Parmi les plus connus, on va dire, il y avait le fameux Michael Shane dont on parlait, Brian Kendrick, mais il y a eu aussi Dan Cade, Paul London, Ouais. comment il s'appelait le garde du corps de Chris, et Tyson Tomko, qui en faisait partie. Et sûrement le plus connu, Masada aussi, si vous suivez un petit peu la scène japonaise. Et le plus connu, sûrement, c'est Brian Danielson, qui est sorti de cette école, justement. Donc, elle a eu son importance dans justement le développement de la Ring of C'est ça. Et c'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler, Ouais, c'est ce que j'allais puisque dire. dans les shows qui suivent, on va avoir une grosse présence de certaines de ces têtes qui viennent de là-bas. Et puis bon, pour clore un peu ce que j'ai à dire sur ce match, on peut parler un peu de Oz et d'Ike Kaleo, qui sont Loa, qui sont clairement les deux points faibles du match. Ike Kaloa, il va avoir une carrière très courte. Lui aussi, il me semble que 2 ans après, pour lui, le catch c'est fini, il n'y a plus rien enregistré. Et puis bah Oz, c'est à peu près pareil. Ah non, c'est l'inverse. C'est Oz qui, 2 ans après, c'est terminé, et Ike Kaleo, ouais, Ike Kaloa, qui lui va continuer un peu plus longtemps, mais ça n'ira pas très loin non plus. En parlant de Spanky et de ses entraîneurs, il a eu Shawn Michaels, comme vous l'avez dit, il a eu aussi William Regal comme entraîneur. Ouais, tout à fait, tout à Donc, fait. là, on peut comprendre un peu du coup le talent du garçon. Là, comme Brian Danielson d'ailleurs, qui Ouais, est aussi, en plus de Shawn Michaels, passé par William Regal. Ouais. c'est ça. Ika Loa et Spanky donc vont battre Michael Chen et Oz dans un match qui fait à peu près 12 minutes 30. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que si vous voulez voir Spanky, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est voilà, moi personnellement, j'avais jamais trop vu, je crois, Brian Kendrick comme Spanky, parce que je crois que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en Brian Kendrick et Paul London chez WWE quand ils étaient catcheurs par équipe. Ouais. Effectivement, enfin dans les shows, et on aura l'occasion d'en reparler, il crève l'écran, quoi, c'est impressionnant. On a l'impression qu'il est déjà prêt pour quelque chose de beaucoup plus grand à ce moment-là. C'est assez impressionnant en tout cas. C'est ça. Et Puis il là, s'éclate, en plus tu vois qu'il prend son pied, quoi. Il est Mm, mort mm, de rire dans la moitié des trucs qu'il fait, quoi. mm, mm. Ça coule de source. et tu sens en plus qu'ils veulent miser dessus parce que ce match-là, c'est clairement présenté comme un match avec des jeunes dont le gagnant aura un contrat signé C'est avec ça. la ROH. Ouais. Et donc, le fait de mettre en avant Spanky là-dessus, c'est clairement, ça montre qu'ils veulent miser sur lui pour l'avenir. Et clairement, c'est mérité. On va passer au semi-main event, qui était un match un peu, on va dire, plutôt loin quand même des standards de Ring of Honor, avec deux noms qui étaient déjà plutôt bien établis dans le catch américain. Un championnat était en jeu, c'était le IWA Puerto Rico Intercontinental Championship. Et le match, ça allait être Super Crazy contre Eddie Guerrero. Est-ce que vous pouvez rappeler déjà un petit peu comment ça se fait que Eddie Guerrero, en 2002, se retrouve chez Ring of Honor? En fait, ça vient du fait qu'il est tout simplement dans sa période sombre, en fait, puisqu'il a eu ce. Alors, je me rappelle plus de l'ordre exact de la chronologie, mais je sais qu'en quelque temps, il a eu son fameux accident de voiture,
qu'il a eu pour des problèmes d'alcool, enfin suite à une comment dire, parce qu'il a conduit en état d'ébriété, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il avait quelques problèmes aussi d'addiction. Il avait du coup été remercié par WWE. À moins qu'il ait demandé lui-même son départ, mais en tout cas, il n'était plus du tout chez WWE et il était en train de se reconstruire, tant au niveau physique qu'au niveau moral. Et du coup, il commençait à retoucher un petit peu aux choses et c'est comme ça un peu qu'il est atterri chez Ring of Honor. Et donc, c'est une petite période de l'histoire où il va fréquenter le milieu indépendant aux États-Unis. Dans cette période, il y a deux matchs qui vont être très connus. Donc, ce fameux match contre Super Crazy Ouais. et un match chez IWM itself contre Ouais, un match à trois où il y a lui, Rey Mysterio, son grand comparse, et un certain CM Punk qui était très jeune à l'époque. Donc voilà, c'est dans ce contexte qu'il se retrouve chez Ring of Honor. Super Crazy et Eddie Guerrero, toi, Zork, dans ce match en tout cas. Bah, en fait, c'est exactement le genre de match que tu veux sur ta carte pour un premier show. C'est vraiment un match qui délivre avec des têtes connues qui montrent que tu es capable d'être une promotion importante qui fait venir des têtes. Mais en même temps, les mecs, ils ont reconnu leur place. Ils ont fait un match extrêmement bon, mais ils en ont pas trop fait. Ouais, c'est ça. Ils se sont pas pris pour le main event avant l'heure. Il y a une personne qui regardait ça qui me disait que facile, le match aurait pu durer 5 voire 10 minutes de plus. Ouais. Mais les mecs savaient qu'ils ne devaient pas faire plus. Ils sont là pour mettre en avant la promotion, plus que se mettre over eux-mêmes. Et c'est complètement ce qu'ils ont fait dans ce match. Le match est très bon, il fonctionne très bien. Crazy, c'est au niveau de ses comebacks, j'aime beaucoup. Enfin, un drop kick au niveau, enfin, qui vient frapper au bas de la tête de Eddie Guerrero que j'aime beaucoup. Et Eddie qui, bah, je vais pas essayer de vous vendre Eddie Guerrero, hein. De toute façon, tout le monde sait la carrière qu'il a eue. Donc oui, c'est très bon match, Mm. parfaitement à sa place. Les mecs, il y a après un truc qui fait un peu étrange dans ce show, c'est que tous les autres, on voit clairement que c'est des jeunes formés par et pour l'indie. Mm. Et tu vois deux mecs qui sont extrêmement carrés dans tout ce qu'ils font, presque académiques dans un certain sens, mais dans le bon sens. Et donc du coup, oui, le temps d'un match, on a l'impression d'être un peu ailleurs, mais ça dessert pas le show, bien au contraire. C'est Effectivement, moi ce que j'avais noté, et Romain, tu me diras ce que tu en penses. Moi Mhm. j'avais noté qu'on dans ce match, on voyait clairement des mecs qui avaient l'habitude de catcher à la télé, c'est-à-dire la façon de gérer un peu temps fort, temps faible, tout ça. On voyait clairement, et c'est ce que tu disais, Zark, ils auraient pu largement, le match fait 10 minutes 42. Effectivement, s'il y en a 5-10 minutes de plus, on les prend. Mais le match est vraiment carré comme ce qui est demandé voilà, aux États-Unis, à la télé. Je pense au format WWE à l'époque, parce que c'est là où ils ont été. Voilà, parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué par rapport au reste, où on va dire tout part un peu dans tous les sens. Ce match-là, on sent c'est carré, c'est propre, c'est vraiment... pour moi, voilà, c'est un match télé pour moi. c'est hyper maîtrisé, c'est tellement propre dans l'exécution. Donc on parlait des dropkicks de Super Crazy, mais Eddie de manière générale, c'est incroyablement maîtrisé ce qu'il fait. Enfin, dans toute sa gestuelle, il y a une exactitude qui est absolue. Il y a ce terme que j'aime pas beaucoup, mais là pour le coup, je trouve qu'il est assez adéquat, c'est qu'il n'y a aucun mouvement parasite. Vraiment, chaque mouvement sert à quelque chose. Euh, c'est ouais, c'est carré, quoi. C'est carré au possible à mort. Ils n'ont pas besoin d'en faire tant que ça. Ça remplit la mission, mais très facilement. En fait, ça fait presque tâche, entre guillemets, avec le reste de la carte. Ah, c'est ça, c'est ça. Euh, Parce que justement, tu as deux pros qui sont complètement aguerris et du coup, qui se comprennent sur le bout des doigts. En fait, c'est presque un dilemme de promoteur, ce truc-là. Parce que tu as deux workers pareils sur un show et tu te dis, est-ce que je les mets tous les deux face à des jeunes? Est-ce que je les dilue un peu pour que d'autres matchs dans la carte, enfin pour que plus de matchs dans la carte soient, on va dire, maîtrisés? Ou est-ce que vraiment je me fais plaisir et je les mets l'un contre l'autre, quitte à vraiment faire pâlir un petit peu les autres rencontres? Donc là, ils ont fait le choix de les mettre l'un contre l'autre. On va pas s'en plaindre, puisque le résultat est quand même satisfaisant. C'est ça. Et au bout de 10 minutes et 42 secondes, c'est Super Crazy qui va battre Eddie Guerrero. Et franchement, c'est ce que disait Zork aussi. Il y a un truc moi que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de, voilà, on vient, on fait notre taf, mais on fait un match suffisamment bien, mais suffisamment court aussi pour pas voler la vedette. C'est vrai qu'on aurait pu penser de se dire, bah, Eddie Guerrero, tiens, ça pourrait être le main event, quoi. Et non.
Et non. Donc c'était très chouette. On arrive justement au main event. Main event qui est un peu légendaire quand on parle du premier show de Ring of Honor, qui était un match à 3 où aller s'affronter. Alors déjà, il faut parler de l'ambiance du public, hein, parce que je crois que le show doit durer 2 heures à peu près. Au moment de lancer ce match, le public est encore chaud, mais comme presque ils n'ont jamais été aussi chauds quasiment tout le long du show. Il y a une ambiance. Il n'y a pas de truc, c'est un peu redescendu. Bon, ok, c'est le main event, ça commence à être un peu long. Non, non, ils sont chauds, le public. Le match, donc ce match à 3, c'est Loki, Bryan Danielson, donc, qui était connu comme l'American Dragon à ce moment-là, et Christopher Daniels. Je sais qu'on en parle rarement, et c'est pas forcément les choses qu'on aime mettre en avant, mais pour ceux que ça intéresse, c'est un match qui a été noté 4 étoiles et demie. Alors, il faut se remettre dans le contexte, hein, on est en 2002. 4 étoiles et demie en 2002, c'est pas les 25 étoiles et demie qu'ils donnent maintenant pour un match de Kenny Omega chez New Japan, hein. Là, c'est 4 étoiles et demie dans le contexte en 2002. Premier show de Ring of Honor. Loki, Danielson, Christopher Daniels. Romain, je te laisse commencer. C'est un match qui est tellement important que finalement, on a tous un super souvenir du premier show Ring of Honor, alors que c'est un show quand même rempli d'imperfections. On en parlera dans la synthèse, mais c'est un match qui a tellement été important que oui, on a tendance à faire abstraction du reste. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de faire vite de mon côté, mais en clair, déjà ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment trois parcours qui se rencontrent. Parce qu'on a Bryan Danielson, qui est un quasi inconnu à l'époque, pour pas dire complètement inconnu, donc élève de Shawn Michaels, qui à ce moment-là vient d'être éjecté du territoire de développement de la WWE, puisqu'il était du côté de Memphis, qui à l'époque était une promotion partenaire. Donc il sort de là, et à l'époque, on en parlait dans le tout premier épisode, c'était pas si évident de savoir qu'il allait devenir une star. De la même manière, c'était pas si évident de savoir que Christopher Daniels allait devenir une star. C'était même encore moins évident parce que lui, en fait, c'était tout l'inverse. C'était pas du tout un débutant. Lui, ça faisait 10 ans déjà qu'il baroudait sur le circuit entre son Michigan natal et la Californie où il s'était installé. Il sortait d'une blessure catastrophique lors d'un petit match télé chez WCW où il s'était salement endommagé la nuque. Et en fait, au milieu de tout ça, bah, la seule star du match, entre guillemets, c'est Loki. Parce que, à l'image d'Amazing Red, il fait partie de l'équipe new-yorkaise et il est over à en crever. Et notamment grâce à un match qu'il a fait à New York contre Tajiri, qu'il avait un peu mis sur la carte et qui avait choqué pas mal de monde. Et donc on a ces trois destins en fait. On a ces trois destins entre un vétéran qui patauge, un jeune qui sait pas trop où aller, et un type qui pour le coup lui est un peu chez lui dans le catch indépendant. Ces trois noms, ils sont apparus dans le King of Indies 2001, dont on a parlé dans le premier épisode, qui est un petit peu je sais pas comment on dit qui est un petit peu le point de départ en fait de cette explosion du catch indépendant. Et il nous livre un match incroyable, quoi. Ils mettent le paquet sur tout. Daniels, en bon vétéran et en bon mec humble, sert la soupe à Danielson et à Loki. Vraiment, lui, il brille un peu hein, lui-même, mais je veux dire, au-delà de ça, il passe 2 tiers du match à faire briller les deux autres, quoi. Vraiment, il est en mission. Euh, et il y a un truc bizarre que j'ai remarqué, peut-être qu'on en reparlera après, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que Loki était 10 fois plus charismatique à l'époque que maintenant. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que tu vois sa promo d'avant-match qui est scalée, mais tu sens qu'il a une confiance totale. Il sait qu'il est le mec le plus over de la carte. Il en joue. Et tu te dis, putain, c'est bizarre, on dirait qu'il a perdu ce truc-là avec l'âge. Mais ça. Voilà, là pour le coup, il est over, il est en confiance et il nous livre une partition qui est quasi parfaite. D'ailleurs, tu nous parles de Loki, qui est le mec le plus over qui le sait. Bon, il y a certaines choses où c'est vrai que dès qu'il est présent sur le ring, dès qu'il est un badass qui est en train de kicker des trucs, il est extrêmement charismatique. Par contre, ses promos, Alors sa promo est pas terrible, hein, on est d'accord. Mais il est tellement en confiance. Et je me c'est dis, ça. tu regardes le reste de sa carrière où il essaie de taper des promos, t'as l'impression qu'il a tout perdu, quoi. Tu vois, fait que le peu qu'il avait, il l'a perdu. Et c'est trop bizarre de le voir là, il a l'air complètement sûr de lui, quoi. Et t'as l'impression même qu'il aime faire des promos, ce qui est quand même très peu caractéristique quand tu connais le bonhomme. Et c'est un truc qu'il faut voir, tellement c'est particulier.
c'est vrai que pour ceux qui ont pas connu Loki forcément à cette époque-là et qui l'ont découvert, alors vraiment là pour le coup, pas de chance pour vous si vous l'avez découvert à la WWE sous le nom, si je me trompe pas, de Caval. Si je ne m'abuse, ça devait être ça. Ouais. Effectivement, c'est pas le même bonhomme. Ah, on va pas se mentir, il y a une grosse différence. En plus, Loki, il est pas si vieux que ça, hein. Je regardais à l'instant, il a que 43 ans. Effectivement, à cette époque-là, en tout cas, il dégage un truc que peut-être au Japon, mais peut-être quand il était chez New Japan, mais que je suis pas sûr d'avoir revu souvent chez lui. Euh, En tout cas, effectivement. Daniels, tu en parlais, Romain. À ce moment-là, il a déjà 9-10 ans de carrière. C'est presque lui, hein, du coup, c'est un peu lui, le vétéran de ce match. Euh, Moi, j'avais une petite question qui a pas vraiment de rapport avec tout ça, mais pourquoi Daniel, ça a pas cliqué ailleurs avant? Je saurais pas dire. Peut-être qu'il a peut-être que parce que quand il a commencé le catch indépendant, c'était pas grand-chose. Parce que je crois de mémoire, j'ai pas de notes là, mais de mémoire, je crois qu'il a fait son premier match en 93. Ouais, c'est ça, C'est ça. d'avril 93. Donc c'était pas si évident à l'époque de se faire un nom. Ça a jamais été un mastodonte physique. Et on sait qu'à une certaine époque, surtout dans les années 90, début 2000, si tu faisais pas 110 kilos, c'était la mort pour réussir. Il avait un personnage du Fallen Angel, mais qui était subtil, qui n'était pas forcément un personnage. Enfin, je veux dire, c'était pas l'Ultimate Warrior, tu vois, c'était pas Mhm. exactement très criant. Donc voilà, peut-être que ça n'a pas marché pour toutes ces raisons. Peut-être qu'aussi il a fait des choix. Peut-être que bouger en Californie c'était pas la meilleure idée, peut-être. Même si on sait que il l'a fait pour rejoindre la UPW, qui était l'espèce d'académie dans laquelle il y avait Samoa Joe, John Cena, Kazarian, toute cette bande. Ouais, c'est bizarre. Il y a des mecs qui se révèlent tard dans le catch. Tu vois, c'est pas le seul. Hein. On peut penser, je sais pas, à Al Snow par exemple. Al Ouais. Snow qui est un type qui a commencé à percer au bout de sa 16e année de carrière. Donc il y a des types comme ça qui ont des parcours un peu plus diffus. Et donc voilà, il a fallu du temps. Et je pense que le fait que le catch devienne un peu plus axé sur le work rate et le skill rate, ça l'a aidé, mine de rien. Le fait qu'on fasse plus autant une fixette sur les gros physiques, ça l'a aidé. Le fait que la TNA arrive et lui laisse sa chance et qu'il trouve surtout AJ Styles, ça Ouais. l'a aidé. Donc Ouais. voilà, voilà quoi. Carrière, ça tient à plein de petits éléments. Et ce match, ça l'a aidé. Ce match justement, ça a été peut-être une première étape pour l'amener au niveau supérieur. Justement, Loki va remporter ce match donc face à Danielson et Christopher Daniels. Par contre, justement, Christopher Daniels va refuser de serrer la main à la fin du match. Encore un brisage du code de l'honneur. Zork, le brisage du code de l'honneur de Daniels, qu'est-ce qu'il emmène derrière? Bah, Qu'est-ce qu'il du amène avec coup, tout ça? j'aimerais aussi revenir un peu sur ce match, puisque j'ai pas encore pris le temps vraiment de développer ma vision de la chose. Et juste pour revenir là-dessus, on voit en fond affiché ROH, nous n'imitons pas, nous innovons. Et ce match, en termes de comment il est présenté, comment il est marketé, c'est une innovation et c'est quelque chose qui va vraiment marquer un changement de paradigme dans le catch indie. Euh, Historiquement, avant, les grosses figures du catch, les main events, c'était des mecs énormes, des grosses présences, des gros physiques. Là, on a trois mecs dont les influences, c'est clairement le Japon, les cruiserweight, le Mexique. On a trois mecs qui sont là, non pas pour un gros brawl ou pour un event sportif ou quelque chose comme ça. On est là pour trois mecs qui sont là pour livrer une performance. Et c'est vraiment, je trouve, le match qui marque cette transition complète, cette vision de le catch, c'est une performance. C'est une performance physique. C'est des trois mecs qui combinent. On a d'un côté donc qui est Danielson qui se sont déjà rencontrés plusieurs fois. C'est devenu un match relativement régulier sur l'Indie. On a des gros talents de grappleurs. On a à côté, on a Daniels qui, lui, son truc surtout, qui est extrêmement impressionnant. Là où il n'est pas forcément un aussi gros technicien que Dragon ou que l'American Dragon, ou pas forcément quelqu'un qui va frapper aussi fort que Loki, c'est à quel point tout ce qu'il fait est extrêmement fluide.
et comment tout s'enchaîne, tout se combine très bien. Et vraiment, ce match, pour moi, est le match qui marque la scission complète entre l'ère pré-Ring of Honor et l'ère qui va suivre, qui est celle du catch indie et du gros workrate. Et donc, pour en venir au personnage de Christopher Daniels qui donc va refuser le serrage de main, qui va être un des éléments de son personnage assez important sur le début de Ring of Honor. On va avoir très vite des esprits qui s'échauffent. Une prise de microphone de l'American Dragon qui va donc se plaindre du fait que Loki a peut-être réussi à battre Christopher Daniels, mais c'était un match à 3 et techniquement il a perdu sans voir ses épaules se faire river. Il va donc dire qu'il est prêt à affronter Loki en 1 contre 1 pour lui prouver qu'il a ce qu'il faut pour le battre. Et il va dire, je cite, je peux battre chacun d'entre vous dans un match 1 contre 1 en une nuit. Et c'est exactement du coup ce qui nous sera offert dans le show qui suivra, qui est donc le Round Robin Challenge, où on s'est dit forcément, ces 3 mecs sont capables de combiner. Bah pourquoi pas faire toutes les combinaisons possibles en une seule nuit? Let's go. Et donc, ce qui nous promet que quoi qu'il arrive, nous aurons 3 bons matchs dans l'épisode qui suivra. Effectivement, dans l'épisode qui suivra, on reviendra donc sur ce Round Robin Challenge avec ces 3 catcheurs qui nous ont offert presque à eux tout seuls finalement un show entier, même s'il y avait quelques autres matchs avec eux. Globalement, les amis, qu'est-ce qu'on en tire de ce premier show? On l'a dit tout à l'heure, il y a des matchs qui apparaissent là un peu comme des ovnis, il y a des matchs incroyables comme ce main event, et puis il y a des fois des trucs on comprend pas tout. Si vous deviez le résumer en quelques mots, ce premier show, pour les gens aujourd'hui en 2023 qui vont peut-être le regarder grâce à nous, qu'est-ce que vous en diriez? C'est un. Si on veut être objectif, c'est pas un show super, surtout à la vue des shows indépendants actuels et des shows que la Ring of Honor proposera après. Mais c'est un show important. Les 2 derniers matchs, ainsi que le vrai opener, on va dire, maintiennent la stature de l'événement. Il y a quand même le côté toujours iconique parce que il y a des images qui sont particulières, il y a la foule qui est en délire, le fait que ça se passe à Philadelphie, tout ça. Donc pas le meilleur show de la Terre, mais un show qui reste important et qui compte toujours en fait finalement. Il comptera toujours dans l'histoire de Ring of Si quelqu'un veut le regarder aujourd'hui, la première chose que je dirais, c'est ne regardez pas le show en entier. Parce que certains moments, faut quand même l'avouer, il y a certains moments qui ont très mal vieilli. Ah, faut s'accrocher ouais, sur certains trucs. Ouais. On est sur des fondations qui sont posées. C'est pas pour rien si ce qu'on retient, c'est le main event. Le main event, c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes de fondation pour une promotion comme la Ring of Honor. Le reste du show, si une partie a été oubliée, c'est aussi pour des bonnes raisons. Beaucoup de choses sont très datées. Beaucoup de... L'esprit du catch du début des années 2000 n'était pas le même, et encore heureux. Encore heureux qu'on a évolué, qu'on a dépassé ça. Est-ce que je conseillerais de regarder ce show? Non. Est-ce que ce show est important et on doit s'en rappeler? Oui, clairement. Par contre, le main event, si on s'intéresse un peu à ce qui a pu se développer durant les années 2000, si on s'intéresse même au style actuellement, qu'on peut voir dans le cadre du grand public, je pense que ce match est un des plus importants des 20 dernières années. Est-ce que c'est, on l'avait dit en début de show, on va éventuellement recommander un match. Est-ce que le match que vous recommandez à voir dans ce show, c'est le main event? Ouais, bah ouais, on va pas faire original, hein, mais c'est forcément le main event quoi. C'est ça. J'aurais presque envie de dire un match à proposer en plus du main event, parce que le main event, quoi qu'il arrive, on peut pas ne pas le recommander. Ouais. Et si on fait abstraction du main event, si j'aurais un match à suggérer, Si j'avais. c'est vrai, il est vrai. Les si n'aiment pas les ré. Donc, ce serait donc le, le véritable opener, dirions-nous. Le Jay Briscoe contre Amazing Red. Simplement parce que j'aime beaucoup voir des gens qui sont au début de leur carrière, voir comment ça a pu évoluer. Et déjà, Jay Briscoe, Amazing Red, on a des choses très intéressantes qui sont proposées.
le match reste très divertissant, pas trop long. Mm. Ça fonctionne, ça combine bien. Donc voilà, si jamais vous aimez les deux types, c'est un match qui est intéressant à aller regarder. Effectivement, on va pas refaire l'histoire, mais on vous rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, l'opener dont parle Zork, c'est Jay Briscoe contre Amazing Red. Ça dépend de la version que vous allez regarder, hein, encore une fois. Si vous regardez la version Honor Club, donc du service de stream payant de la Ring of Honor, ce sera cet opener-là. Si vous le regardez de façon, on va dire, illégale, vous aurez un tout autre opener dont on a parlé en opener justement de ce numéro de ce podcast. Donc vous verrez que c'est pas exactement le même délire. Et ben on va conclure là-dessus. Le prochain épisode, on parlera notamment du couronnement du premier champion Ring of Honor on reviendra un petit peu sur les shows qui se sont passés entre tout ça. On parlera notamment, on l'a dit, du Round Robin Challenge avec Daniels, l'American Dragon et Loki. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro. Vous pouvez nous retrouver, hein, nous écouter sur YouTube, sur Spotify, nous retrouver sur Twitter pour Wrestling with Honor. Merci Romain. Merci à toi. Merci Zork. Et puis on se retrouve bientôt pour un troisième épisode. À plus. Au revoir.